Bonjour à tous. Cette présentation s'inscrit dans une formation continue en biologie clinique avec un angle assurance qualité. L'objectif aujourd'hui est d'aborder la question des unités de mesure et des codes LOINC afin de montrer en quoi leur harmonisation constitue un enjeu majeur pour la fiabilité des résultats, l'interopérabilité des données et la sécurité du patient en biologie clinique. Avant d'entrer dans le détail, je vous propose de présenter brièvement l'organisation de cette présentation, qui s'articulera autour de deux grands axes. Le premier portera sur la question suivante. Pourquoi harmoniser les unités en biologie clinique? Le second sera consacré à l'OINC, en abordant à la fois ses promesses et ses limites. Ces deux axes permettront de répondre à trois objectifs pratiques. D'abord, comprendre le risque lié à la diversité des unités. Ensuite, distinguer trois notions complémentaires que sont l'OINC, UCUM et l'harmonisation des unités. Enfin, identifier les points de contrôle qualité à mettre en place pour sécuriser l'information transmise. L'idée générale est donc de montrer que l'harmonisation des unités et le bon usage de l'OINC ne sont pas seulement des sujets informatiques ou terminologiques, mais des véritables enjeux d'assurance qualité et de sécurité du patient. Nous allons donc commencer cette première partie par l'harmonisation des unités, en posant une question simple. Pourquoi harmoniser? Avant de parler directement d'harmonisation, il faut rappeler un point essentiel. Le laboratoire ne transmet pas simplement un chiffre, il transmet une information clinique destinée à orienter une décision médicale. Un résultat biologique n'a de sens que s'il est accompagné de son unité et de son contexte d'interprétation, tels que les valeurs de référence, les seuils décisionnels, parfois la méthode utilisée et éventuellement un commentaire interprétatif. C'est un point important en assurance qualité, parce que la qualité ne s'arrête pas à la justesse analytique de la mesure. Elle concerne aussi la manière dont le résultat est présenté, compris et utilisé par le clinicien. L'enjeu est donc de transformer une donnée brute en une information claire, comparable et directement utilisable pour la prise en charge du patient. À partir de là, on comprend que l'unité de mesure joue un rôle central. Si elle varie d'un contexte à l'autre, ce n'est pas uniquement la présentation des résultats qui change, c'est aussi sa lecture clinique qui peut être modifiée. Le problème vient du fait qu'en biologie clinique, une même grandeur peut être exprimée dans plusieurs unités selon les pays, les habitudes historiques, les disciplines ou les laboratoires. Cette diversité n'est pas seulement une question de préférence. Lorsque l'unité change, la valeur numérique change également. Par exemple, une concentration exprimée en grammes par litre ou en grammes par décilitre peut introduire un facteur 10 entre deux valeurs affichées. D'autres situations peuvent aussi poser problème. Une erreur de conversion, une comparaison difficile avec une antériorité exprimée dans une autre unité, ou encore l'application d'un seuil thérapeutique qui n'est pas adapté à l'unité utilisée. Ce risque devient particulièrement important lorsque les résultats circulent entre plusieurs laboratoires, établissements, logiciels, régions ou pays. Dans ce contexte, on ne peut plus s'appuyer uniquement sur les habitudes locales. L'harmonisation des unités vise donc à éviter qu'une même réalité biologique soit interprétée différemment selon son mode d'expression. Après avoir vu que plusieurs unités peuvent coexister pour une même grandeur, la question est maintenant de savoir dans quelle situation cette diversité devient réellement problématique. Le risque augmente surtout lorsque le résultat sort de son environnement local. Dans un contexte bien connu, les cliniciens et le laboratoire partagent souvent les mêmes habitudes. Ils savent quelle unité est utilisée, quel seuil appliquer et comment interpréter les antériorités. Mais aujourd'hui, les résultats circulent beaucoup plus largement. Ils peuvent être transmis à un autre établissement, intégrés dans un dossier patient informatisé, comparés à des résultats provenant d'un autre laboratoire ou consultés directement par le patient. Dans ces situations,
les habitudes locales ne suffisent plus. L'unité doit être explicite, correctement codée et cohérente avec l'ensemble du contexte d'interprétation. Valeurs de référence, seuil décisionnel, seuil critique et règles d'alerte. Sinon, le risque est de créer une fausse variation biologique, d'appliquer un seuil dans la mauvaise unité ou de générer une alerte inadaptée. L'enjeu est donc de préserver le sens clinique du résultat tout au long de son parcours, depuis le laboratoire jusqu'au clinicien, au dossier informatisé et parfois au patient lui-même. Pour maîtriser ce risque, il faut donc élargir la démarche qualité au-delà de la seule mesure analytique et s'intéresser à la manière dont le résultat est transmis et interprété. C'est précisément le rôle de la phase post-analytique. Pendant longtemps, l'assurance qualité en laboratoire s'est surtout concentrée sur la phase analytique, la méthode, la précision, l'exactitude, les contrôles qualité ou encore la traçabilité métrologique. Ces éléments restent évidemment indispensables car ils garantissent la fiabilité du résultat mesuré. Mais en pratique, le médecin n'utilise pas uniquement le chiffre produit par l'automate. Il utilise le résultat tel qu'il lui est présenté, avec son unité, ses valeurs de référence, ses seuils décisionnels et, lorsque c'est nécessaire, un commentaire biologique. La phase post-analytique doit donc être considérée comme un processus qualité à part entière. Elle doit être standardisée, vérifiée et maîtrisée, car c'est elle qui garantit que le message transmis reste fidèle à ce qui a été mesuré. On peut le résumer simplement. La phase analytique garantit la fiabilité du chiffre, la phase post-analytique garantit la fiabilité du message clinique. Après avoir vu que la phase post-analytique doit garantir la fiabilité du message transmis, il faut préciser un point important. Sécuriser une unité ne consiste pas simplement à convertir un chiffre. À ce stade, il est utile de distinguer deux notions qui peuvent sembler proches: convertir et harmoniser. Convertir, c'est appliquer un facteur mathématique pour exprimer un résultat dans une autre unité. Par exemple, passer d'une unité conventionnelle à une unité SI, ou changer l'échelle d'expression d'un résultat. Mais harmoniser va plus loin. Il ne suffit pas que le chiffre obtenu soit mathématiquement correct. Il faut aussi vérifier que tout ce qui permet son interprétation reste cohérent. Les intervalles de référence, le seuil décisionnel, le seuil critique, les règles d'alerte, les commentaires interprétatifs, l'affichage des antériorités. C'est particulièrement important parce qu'un changement d'unité peut modifier les repères habituels des cliniciens. Même si la réalité biologique mesurée reste identique, sa présentation change et cette transition doit être accompagnée. On peut donc résumer la différence ainsi. Convertir modifie l'expression numérique d'un résultat, harmoniser sécurise son interprétation clinique. Une fois cette distinction posée, la question devient plus concrète. Si l'on veut harmoniser, comment choisir l'unité cible? Le choix de l'unité cible ne devrait pas dépendre uniquement des habitudes historiques d'un laboratoire ou d'une région. Il doit être traité comme une décision qualité fondée sur des critères explicites. Le premier critère est l'alignement avec les standards reconnus. Lorsque c'est pertinent, les unités SI doivent être privilégiées car elles facilitent la comparabilité des résultats et s'inscrivent dans une logique internationale. Un autre principe important est de garder une présentation homogène. Pour les concentrations, l'utilisation du litre comme dénominateur commun permet par exemple de limiter les confusions liées à des expressions différentes, comme par millilitre, par décilitre ou par litre. Mais cette harmonisation doit rester pragmatique. L'unité choisie doit rester lisible pour les cliniciens, avec des valeurs numériques faciles à interpréter et un nombre de décimales adapté. Il faut aussi tenir compte des seuils décisionnels disponibles, des recommandations de spécialité et de certaines conventions bien établies. Par exemple, pour les enzymes, les marqueurs tumoraux
ou le suivi thérapeutique pharmacologique. L'objectif n'est donc pas de choisir une unité idéale de façon théorique, mais une unité standardisée, compréhensible et utilisable en routine qui améliore la comparabilité sans créer de nouveaux risques d'interprétation. Puisque l'harmonisation touche à la fois l'unité, les seuils, les règles informatiques et l'affichage du résultat, il faut maintenant identifier les endroits de la chaîne où des contrôles qualité doivent être mis en place. L'harmonisation des unités concerne toute la chaîne de production, de transmission et d'utilisation de l'information biologique. Le premier point de contrôle se situe au niveau du catalogue d'analyse. C'est là que doivent être définis clairement le libellé de l'examen, l'unité cible, le code LOINC lorsqu'il est utilisé et l'unité codée en Ukum. Si cette base est ambiguë, l'erreur peut ensuite se propager dans tous les systèmes. Le deuxième point concerne le LIS ou le middleware. C'est à ce niveau qu'il faut valider les conversions éventuelles, les arrondis, le nombre de décimales, les règles d'alerte, les seuils critiques et les formats d'export. Le compte-rendu constitue ensuite une barrière essentielle. C'est le support directement utilisé par le clinicien. L'unité doit y être clairement affichée avec des valeurs de référence, des seuils décisionnels et des commentaires cohérents. Il faut également contrôler l'intégration dans le dossier patient informatisé et les échanges externes, afin que le résultat soit transmis sans perte de sens et que les antériorités restent interprétables, même lorsqu'elles proviennent de plusieurs laboratoires. Enfin, il ne faut pas négliger l'usage clinique. Même avec un paramétrage informatique correct, un changement d'unité doit être accompagné auprès des prescripteurs, car il peut modifier leurs repères habituels. L'idée principale est donc que l'harmonisation fonctionne comme une chaîne qualité. Chaque maillon doit être maîtrisé pour que le résultat reste correctement interprétable jusqu'à son utilisation clinique. Après avoir identifié ces points de contrôle, on peut les traduire en démarches pratiques lorsqu'un laboratoire décide de changer une unité. Un changement d'unité doit être considéré comme un véritable changement de processus et non comme une simple modification d'affichage dans le LIS. La première étape consiste à faire un inventaire. Il faut identifier les analyses concernées, les unités actuellement utilisées, les unités cibles, mais aussi tous les systèmes impactés. Le LIS, le middleware, le compte-rendu, le DMI, les exports et les interfaces éventuelles avec d'autres établissements. La deuxième étape est la validation. Le facteur de conversion doit être vérifié, mais aussi les arrondis, le nombre de décimales et la cohérence du résultat affiché. Un résultat peut être mathématiquement correct, mais perdre en lisibilité si la précision affichée est inadaptée. Ensuite, il faut adapter le contexte d'interprétation. Les intervalles de référence, les seuils décisionnels, les seuils cliniques, les règles d'alerte et, si nécessaire, les commentaires biologiques. La communication est également indispensable. Les biologistes, les cliniciens et les services prescripteurs doivent être informés avant la bascule, surtout lorsque l'unité modifie les repères habituels. Une note explicative. Un commentaire temporaire ou une période de double affichage encadré peuvent aider à sécuriser la transmission. Enfin, il faut prévoir une surveillance après la mise en place. Non-conformité, appel de clinicien, alerte incohérente, erreur de transmission ou retour utilisateur. Cette étape permet de vérifier que le changement est bien compris et qu'il n'a pas généré de nouveaux risques. En résumé, changer une unité revient à modifier le système d'interprétation du résultat. La démarche doit donc être préparée, validée, communiquée et surveillée, comme tout changement ayant un impact potentiel sur la sécurité du patient. Jusqu'ici, nous avons surtout parlé de l'unité, c'est-à-dire de la manière dont le résultat est exprimé. Mais pour qu'un résultat soit exploitable, il faut aussi identifier précisément ce qui a été mesuré. C'est ce qui nous amène maintenant au code LOINC.
LOINC signifie Logical Observation Identifiers Names and Codes. Il s'agit d'une terminologie internationale utilisée pour identifier de manière standardisée les examens de laboratoire et certaines observations cliniques. Son objectif principal est l'interopérabilité sémantique. Cela signifie que lorsqu'un résultat est transmis d'un système à un autre, le code doit permettre de reconnaître précisément l'observation concernée, indépendamment du nom local utilisé par le laboratoire. Le INC facilite donc l'échange entre l'exploitation des données de santé, que ce soit dans le cadre des soins, du dossier patient informatisé, de la recherche ou de l'analyse de grandes bases de données. Pour comprendre son intérêt, il faut repartir du problème concret auquel le INC répond, l'hétérogénéité des noms des examens. En pratique, les laboratoires et les logiciels n'utilisent pas toujours les mêmes libellés pour désigner un examen. Un même test peut donc être nommé différemment selon l'établissement, le pays ou le système informatique. À l'inverse, de noms très proches peuvent parfois correspondre à des examens qui ne sont pas exactement équivalents. Cela devient problématique dès que les résultats sont échangés, regroupés ou comparés. Sans terminologie commune, il peut être difficile de savoir si deux résultats correspondent réellement à la même observation biologique. Cette ambiguïté peut compliquer le suivi d'un patient, l'échange entre établissements, l'intégration dans un DMI ou encore l'utilisation secondaire des données à des fins de recherche. Le INC répond à ce besoin en attribuant un identifiant commun à l'observation. Il permet donc de dépasser les libellés locaux et de rendre les résultats plus facilement reconnaissables et exploitables entre systèmes. Après avoir vu que le INC permet de dépasser ces libellés locaux, il faut préciser ce que le INC décrit réellement. Un code LOINC ne correspond pas simplement au nom d'une analyse. Il décrit une observation biologique de manière structurée à travers plusieurs dimensions. Ces dimensions permettent de préciser ce qui est mesuré, mais aussi dans quel contexte le résultat est produit. On retrouve notamment le composant, c'est-à-dire l'analyte mesurée, la propriété, par exemple une concentration massique ou molaire, le temps de mesure, le système biologique, comme le sérum, le plasma et ou les urines, ou devrais-je dire la matrice biologique, l'échelle du résultat, quantitatif ou qualitatif, et parfois la méthode analytique lorsqu'elle est nécessaire pour distinguer des examens proches. L'intérêt est donc de dépasser le simple libellé du test pour identifier précisément l'observation transmise. C'est ce qui permet au système informatique de reconnaître plus sûrement le résultat, même lorsque les noms locaux diffèrent. Mais identifier correctement l'observation ne suffit pas encore à rendre le résultat totalement exploitable. Il faut aussi savoir dans quelles unités la valeur est exprimée. C'est ici qu'intervient UCUM pour Unified Code for Units of Measure. On peut voir LOINC et UCUM comme deux standards complémentaires. LOINC répond à la question qu'est-ce qui est mesuré? UCUM répond à la question comment le résultat est-il exprimé? Par exemple, le INC peut identifier une concentration massique de CRP dans le sérum ou le plasma. UCUM permet de coder l'unité utilisée pour exprimer cette concentration. Par exemple, milligrammes par litre, grammes par litre ou grammes par décilitre. Cette distinction est importante, car le INC ne fixe pas toujours une unité unique pour une observation donnée. Plusieurs unités peuvent donc être techniquement valides pour un même code LOINC à condition d'être correctement codées. En pratique, LOINC et UCUM améliorent fortement l'interopérabilité. Ils permettent de savoir quel examen est transmis et dans quelle unité le résultat est exprimé, mais ils ne remplacent pas une démarche d'harmonisation. Si chaque laboratoire utilise une unité différente, même correctement codée, l'échange informatique sera possible, mais l'interprétation clinique restera plus fragile. La qualité dépend donc encore du choix de l'unité, des seuils, des valeurs de référence et de l'affichage final. Après avoir distingué le INC et UCUM, on peut revenir à la promesse principale de l'OINC, rendre le résultat exploitable au-delà du compte-rendu local.
Une fois le test correctement codé, le Inc permet de passer d'un résultat simplement lisible par un humain à un résultat compréhensible par un système informatique. Son intérêt est donc de permettre au logiciel de reconnaître qu'un résultat correspond à une observation précise, même si le libellé local varie d'un laboratoire à l'autre. Cela devient indispensable dès que les données sortent du laboratoire. Intégration dans un DMI, échange entre établissements, plateforme régionale, base de données ou projet de recherche clinique. Le Inc permet ainsi de structurer l'information pour qu'elle puisse être transmise, retrouvée, comparée et réutilisée sans dépendre uniquement du nom affiché sur le compte-rendu. Mais cette promesse repose sur une condition essentielle. Le bon code doit être associé au bon résultat. Sinon, on donne une apparence de standardisation à une donnée qui reste mal identifiée. C'est ce qui nous amène à une première limite importante. Le codage le Inc. Ce n'est pas une simple traduction automatique d'un libellé local. Associer un examen local à un code le Inc, c'est ce qu'on appelle le mapping. Et ce mapping doit être considéré comme une véritable activité qualité. Le bon code ne se déduit pas toujours du nom affiché de l'analyse. Il faut parfois tenir compte de l'échantillon, du type de résultat, de l'unité, du panel, de la méthode ou encore du contexte de prescription. En pratique, ces informations ne sont pas toujours disponibles au même endroit. Elles peuvent être dispersées dans plusieurs champs du système informatique, être incomplètes ou parfois mal renseignées. C'est ce qui rend le choix du bon code Login plus complexe qu'il n'y paraît. Le risque, en cas de mauvais mapping, est de créer une fausse interopérabilité. Le résultat porte bien un code standard, mais ce code ne correspond pas exactement à l'observation réalisée. Le système peut alors classer, comparer ou réutiliser cette donnée comme si elle était correcte alors qu'elle est en réalité mal identifiée. Après la question du bon code, il existe une autre limite, même lorsque le mapping est correct, celle de la comparabilité réelle des valeurs numériques. Même lorsqu'un résultat est associé au bon code LOINC, cela ne signifie pas automatiquement que toutes les valeurs portant ce code sont parfaitement comparables. Le INC est avant tout un standard sémantique. Il permet d'identifier ce qui est mesuré. En revanche, il ne garantit pas, à lui seul, que toutes les méthodes analytiques utilisées pour produire ce résultat donnent exactement les mêmes valeurs. Pour un même analyte, différents laboratoires peuvent utiliser des plateformes, des réactifs ou des méthodes différentes. Ces résultats peuvent être associés au même code LOINC tout en présentant des écarts numériques liés à la méthode utilisée. Cette limite est importante. Le INC indique que l'on parle de la même observation, mais il ne démontre pas que les résultats sont totalement interchangeables. On passe donc ici d'un problème de vocabulaire et d'identification à un problème métrologique, c'est-à-dire à la comparabilité réelle des mesures. Cette limite est particulièrement importante lorsqu'on réutilise de grands volumes de données de laboratoire, par exemple pour la recherche ou les bases de données multicentriques. L'article présenté ici illustre très bien cette limite. En s'intéressant à l'utilisation secondaire des données d'évaluation externe de la qualité, les auteurs rappellent que les jeux de données LOINC, le jeu de données codés en LOINC, permettent de regrouper de grands volumes de résultats, ce qui est très utile pour la recherche, l'épidémiologie, l'exploitation des DMI ou encore le développement d'outils d'aide à la décision. Mais ils alertent sur un point important. Ces regroupements tiennent parfois insuffisamment compte des différences métrologiques entre les méthodes analytiques. Autrement dit, dans une grande base de données, plusieurs résultats peuvent porter le même code LOINC tout en provenant de plateformes, de réactifs et de méthodes différentes. Si ces méthodes ne sont pas suffisamment standardisées ou harmonisées, les valeurs obtenues peuvent être dispersées, même si elles sont associées à la même observation biologique. Les données chiffrées de l'article montrent que cette dispersion varie fortement selon les analyses. Pour le potassium sérique, la différence rapportée est très faible, autour de 1,4%, ce qui correspond à un paramètre bien standardisé. Pour l'hémoglobine, la variabilité reste également limitée, autour de 3%, ce qui permet une bonne comparabilité. A l'inverse,
Certains paramètres présentent des écarts beaucoup plus importants. La FT4 montre une dispersion de près de 45 à 73%, ce qui illustre la fragilité de la comparabilité numérique pour certains immunodosages. L'exemple le plus marqué est celui des anticorps anti-CCP, avec des différences supérieures à 400%, ce qui montre que des résultats portant un même code Leuig ne sont pas forcément interchangeables sur le plan quantitatif. L'INR est également un exemple intéressant, avec une dispersion d'environ 30 à 54%, car il s'agit d'un paramètre directement lié à des décisions cliniques. Cela montre que la question n'est pas seulement statistique ou informatique, elle peut avoir un impact sur l'interprétation médicale. Ces écarts induisent donc une incertitude lorsqu'on compare des populations, lorsqu'on analyse des trajectoires biologiques, lorsqu'on établit des seuils diagnostiques ou lorsqu'on entraîne des outils d'aide à la décision à partir de données agrégées. Les auteurs de cet article proposent ainsi d'utiliser des données d'évaluation externe de la qualité pour estimer cette variation intéressée. L'idée serait d'annoter certains codes Leuig avec une métrique d'incertitude afin d'indiquer dans quelle mesure les résultats associés à un même code sont réellement comparables. Le message principal ici est donc que Leuig permet de regrouper les résultats sous une même observation, mais ne garantit pas à lui seul leur comparabilité analytique. L'interopérabilité sémantique doit donc être complétée par une approche métrologique. Pour qu'un résultat soit réellement comparable, plusieurs conditions doivent donc être réunies. D'abord, le Leuig permet de savoir si l'on parle de la même observation biologique. Ensuite, l'unité de savoir si la valeur est exprimée de la même façon. Mais cela ne suffit pas toujours. Il faut tenir compte de la méthode analytique, de la traçabilité métrologique et de l'incertitude de mesure. La traçabilité métrologique répond à une question simple. À quoi le résultat est-il rattaché? Plus la méthode est reliée à une référence commune, par exemple une méthode de référence, un matériau de référence, un calibrateur, une unité SI ou une référence internationale, plus les résultats ont de chances d'être comparables entre les laboratoires. Mais cette traçabilité varie beaucoup selon les analytes. Elle est généralement plus simple pour des analytes bien définies, comme certains électrolytes, et plus complexe pour des immunodosages, les auto-anticorps, les hormones libres ou certains marqueurs tumoraux. On voit donc que la comparabilité repose sur une chaîne. Leuig pour identifier l'examen, l'unité pour exprimer la valeur et la métrologie pour vérifier si les résultats sont réellement comparables. La question suivante est donc, comment s'assurer que cette chaîne reste fiable en routine? Pour terminer cette partie, il est important de rappeler que l'harmonisation n'est pas un objectif atteint une fois pour toutes. C'est un processus qualité qui doit être vérifié, tracé et surveillé dans le temps. Le premier niveau de contrôle concerne le codage. Il faut vérifier que le code Leuig associé à l'examen est correct, que l'unité est codée de manière valide en OCUM et que le libellé local reste cohérent avec ce qui est réellement mesuré. Le deuxième niveau concerne l'interprétation. L'unité affichée doit être cohérente avec les valeurs de référence, les seuils décisionnels, les seuils critiques et les règles d'alerte dans le LIS ou le TMI. Une unité correctement affichée mais associée à un seuil mal paramétré peut encore conduire à une erreur clinique. Le troisième niveau est l'usage réel par les cliniciens. Les appels téléphoniques, les questions récurrentes, les réclamations ou les non-conformités peuvent signaler qu'un changement techniquement correct n'a pas encore été bien compris en pratique. Enfin, il faut surveiller la comparabilité analytique. Les données d'évaluation externe de la qualité sont particulièrement utiles pour cela. Elles permettent d'observer concrètement la dispersion des résultats entre les méthodes ou les plateformes. L'idée principale est donc que l'harmonisation doit être auditée comme un processus qualité continue. Elle doit rester vérifiable, traçable et surveillée. Sinon, le risque est de recréer progressivement de l'hétérogénéité dans les pratiques. C'est finalement le message central de cette présentation. L'harmonisation n'est pas seulement un enjeu informatique ou terminologique, mais un processus qualité au service de la sécurité du patient. Je vous remercie pour votre attention.